Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, nous recevons le navigateur Bernard Stamm. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes dans les starting blocks pour un tour du monde à la voile et en équipage sur le maxi trimaran IDEC et vous nous en parlez dans un instant. Et puis, à l'occasion du mois du DOC, nous recevons Erwan Moualik, bonjour. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Daoulaga de Breizh et vous pilotez l'événement du mois du DOC en Bretagne. Vous êtes accompagnée de Maï Lincoln. Bonjour Maï. Vous êtes réalisatrice du film Deux Bretons à Paris qui est projeté en Bretagne durant ce mois du DOC. On parle de votre film à vous et de la programmation en général du mois du DOC tout à l'heure ensemble. Enfin, nous accueillons une autre réalisatrice. Bonjour Mathilde Junot. Bonjour. Alors, vous, votre film n'est pas encore tourné parce qu'il manque des sous, mais votre documentaire Océan, la voix des invisibles nous met déjà l'eau à la bouche. Et en fin d'émission, vous nous expliquerez pourquoi il est important de vous aider à financer ce projet. Ce sera dans l'instant coup de pouce. Mais tout de suite, on démarre avec vous, Bernard Stamm. Vous avez préparé votre ciré et vos bottes, j'imagine, puisque l'équipage du trimaran IDEC dont vous faites partie est passé en code orange. Le bateau est arrivé à Brest d'ailleurs ce lundi soir. Il est venu du Morbihan. Et vous partirez peut-être, si la météo le permet, ce samedi pour battre le record du Tour du Monde à la voile qui est actuellement de 45 jours, 13 heures, 22 minutes et 53 secondes pour être exact. Cet équipage est composé de 6 marins dont le capitaine Francis Joyon. Bernard Stamm, vous qui aviez déjà participé à un trophée Jules Verne en 2005, c'était avec Bruno Perron. Est-ce que vous avez été tout de suite OK pour renouveler le challenge du Tour du Monde cette année ? Bah oui, ouais. C'est des projets exceptionnels, hein, que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de bateaux comme ça qui peuvent prétendre à battre un record à un moment donné. Là, c'est le cas, et puis on n'est pas beaucoup à bord, on est 6. Oui, alors il faut quand même rappeler que le dernier trophée Jules Verne a été remporté par Loïc Perron en 2012. À bord, ils étaient quand même quasiment le double de vous, c'était 11 personnes à bord. C'est quoi, ça va être plus sportif? Ça veut dire quoi d'être moitié? Non, la configuration est un peu différente. Le bateau est plus léger. En fait, ce bateau-là a déjà eu le record, oui. Donc avec Franck Camas, et avec un mât plus haut, avec plus de monde à bord et tout ça. Et donc après, leur record a été rebattu. Ouais. Voilà. Par Loïc Perron. Avec un bateau plus grand, plus puissant, et après faire la même chose qui a déjà été fait, ça avait quand même peu de chances de réussir. Donc là, la configuration est différente, le mât est plus court, on part beaucoup plus léger. Voilà, parce que vous êtes moins nombreux. On est moins nombreux, du coup, on emporte moins de matériel, moins de nourriture, moins de tout, et voilà, donc comme ça, on pense avoir plus de chances. Alors, est-ce que chacun aura quand même un rôle précis ou est-ce que ça demande beaucoup plus de polyvalence pour tous les équipiers? Bah oui, là tout le monde va tout faire. En fait, quand on est 12, il y a des cars qui se mettent en place avec un barreur, souvent un chef de car, des régleurs. Et là, en fait, on tourne tout le temps tous, quoi. Voilà, et tout le monde va barrer, quoi. Voilà. Donc après, il faut qu'on sache tout faire. Donc il a réuni plutôt une addition de skippers, quoi, voilà, qui sont capables d'être polyvalents. Des skippers habitués à faire du solitaire aussi, donc ils savent manier un bateau tout seul. Alors il y a des gens comme Francis ou moi qui avons plus d'expérience, et puis après il y a des jeunes, c'est un peu un melting pot de gens polyvalents. De profil. Des couteaux suisses. Qui va faire la cuisine, par exemple? De couteau suisse comme vous, Bernard. Même si vous êtes brestois d'adoption, on aime à le rappeler. Qui va faire la cuisine, Bernard, dans ces cas-là, à 6? Tout le monde va faire En fait, chacun a sa nourriture. Et comme on tourne, donc normalement, on ne va pas manger en même temps. D'accord, donc la cuisine, ça va être un peu tout le temps. En fait, toute la nourriture a été préparée avant. Et chacun a sa nourriture à disposition, voilà, et puis chacun va se débrouiller. Alors Francis Joyon, c'est le recordman des défis en solitaire. Pour une fois, il part en équipage, c'est vraiment très rare. Comment ça se passe avec lui pour l'instant lors des entraînements? Est-ce qu'il s'adapte bien au mode équipage? Bah oui, plutôt bien. Alors les gens, ils connaissent Francis pour le solitaire, oui. C'est sûr.
Mais par contre, c'est pas pour autant que l'équipage l'intéresse pas, la preuve. Hein, ça se passe plutôt très bien. Hein, voilà, alors là, le bateau, il est revenu, il l'a eu assez tard, quoi. Donc on a eu une préparation un peu accélérée, mais bon, là, le bateau est prêt. Et puis voilà, il faut le charger de nourriture quand on sera sûr de partir. Ouais. Pour l'instant, donc rien n'est sûr. Éventuellement samedi, mais jusqu'à quand dans l'hiver vous pouvez partir au plus tard? Normalement jusqu'à fin janvier, mais c'est tard, quoi. Après, la raison pourquoi on part comme ça en novembre, c'est pour être passé en été dans les mers australes, quoi. Et comme ça, on évite pas mal de mauvais temps. Et puis après, partir tôt fait qu'on est au début de l'été. Donc les glaces n'ont pas trop commencé à fondre. Donc, maintenant, c'est la bonne période, quoi. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus pour ce Jules Verne? Après... le plus difficile, c'est quoi? Sur plus de 40 jours de navigation en équipage? Là, ce qui revient tout le temps, ce qui nous pend au-dessus du nez, c'est la casse matérielle. Donc ça, c'est un sport mécanique. Et c'est des grosses machines, donc Mais hormis la casse, c'est que du bonheur quand on est marin pour votre sang, me gager ouais, comme c'est ça. Après, ce qu'on redoute redoute le plus, c'est qu'il n'y ait pas de vent. Ouais. En tous les cas, on vous souhaite un bon vent pour ce trophée Jules Verne. Merci. On rappelle que le temps à battre est de 45 jours, 13 heures, 22 minutes et 53 secondes. Merci Bernard. Et maintenant, opération séduction pour produits en Bretagne. Ce mardi et jeudi, des entreprises de la marque sont présentes dans les 2 restaurants collectifs de Quimper. Au menu, uniquement des plats made in Braise pour motiver les collectivités à acheter local. Reportage avec Camille Pochet. Proposer des produits locaux à la cantine, ça n'est pas toujours simple à mettre en place pour les collectivités. Ce sont les entreprises qui répondent aux appels d'offres publics pour fournir les cuisines des restaurants collectifs. Les acheteurs choisissent ensuite leurs fournisseurs. L'achat public des RIA se situe entre Quimper-Brest et au plus loin La Roche-sur-Yon. Donc tout naturellement, nous n'avons pas de fournisseurs de charcuterie qui viennent de Strasbourg ou d'épicerie de Marseille. Donc ça s'est fait vraiment aujourd'hui dans le cœur de la Bretagne. Déjà présentes auprès de certaines collectivités, les entreprises de l'association Produits en Bretagne cherchent à conquérir de nouveaux marchés publics dans la région. Objectif, devenir les interlocuteurs privilégiés des collectivités, et le jeu en vaut la chandelle. À Quimper, entre les 2 restaurants interadministratifs, le budget réservé à l'achat de nourriture s'élève à 700 000 € par an. Si les collectivités n'ont effectivement pas le droit d'appliquer une préférence régionale dans les marchés publics, elles peuvent aussi quand même définir quelques critères qui sont les critères de proximité, des niveaux de qualité exigés. Et sur les niveaux de qualité exigés, on peut énormément faire jouer les choses. Ça n'est pas simplement que le prix qui doit être un critère. Le restaurant administratif, ça a une vocation sociale. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les RIA, quand ils achètent 1 € un produit, ils le revendent 1 €. Donc ils ne prennent pas du tout de marge. Donc à partir de ce moment-là, ça nous permet en fait d'avoir une diversité de gamme à travers nos marchés publics. Quand on parle de circuit court et de manger local, on pense souvent que l'achat peut se faire directement auprès des exploitants. Mais concernant la restauration collective, seules de grandes entreprises peuvent fournir aux collectivités les quantités nécessaires à leur fonctionnement quotidien. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. C'est à ce prix-là que demain, ça ira mieux dans nos campagnes. Manger local, c'est aussi soutenir l'économie de la région et c'est pourquoi les collectivités tentent de plus en plus l'aventure. Éveiller votre curiosité, découvrir, s'informer, s'émerveiller devant les documentaires. C'est le mois du doc, c'est jusqu'au 30 novembre et on en parle tout de suite avec nos invités. Erwan Moualik, avec l'association Daoulagat Braise, vous chapeautez ce mois du film doc en Bretagne. Et parmi les nombreux films projetés durant ce mois de novembre, il y a votre documentaire Maï Lincoln. Ça s'appelle Deux Bretons à Paris. Alors avant d'en parler, on regarde un aperçu de la sélection de cette 16e édition. Standby. Lady Jane, this is Falmouth Coast Guard. Channel 67 if you have routine traffic, sir. Daydreamer, Daydreamer, Daydreamer. Sulaco, Sulaco, Sulaco. Over. Oh, le chien, je suis câble là-bas. Stop.
tire sur le câble. Allez, lui, on souffle. Ah, plus fort. Il a l'air d'avoir froid, le pauvre. ეხლაშენ წახვალ სკოლაში დაუჩევით მე და ქეთი და შორიდან მარტო. არ გინდა შეიძლება იყო ნეგი რომანტიკულად იცხოვა. მარტო სულთან. აბა. რაღაცინებს. Brame, bri, bro, bru. Cracre, cri, cro, cru. Cracre, cri, cro, cru. Dradre, dri, Dradre, dri, dre. Alors, est-ce qu'il y a un fil rouge lors de cette 16e édition du mois du doc en Bretagne? Est-ce qu'il y a un thème qui réunit un peu ces films? Non. Justement, au contraire, on s'adosse en fait à la production de l'année. Donc on essaie de savoir parce que nous on défend plus particulièrement les productions faites en Bretagne. Donc il y a des films qui sont faits sur différents thèmes, le monde maritime, le monde agricole, des portraits, ou voilà, il y a des différentes propositions. Nous on s'occupe, pour compléter un petit peu, on s'occupe plus particulièrement du Finistère, en lien avec nos collègues des autres départements de la Bretagne administrative, Comptoir du Doc, Double Vue et Cinécran pour le Morbihan. Ouais. Est-ce que c'est important quand on est réalisateur, réalisatrice pour le coup sur le plateau de films documentaires, ce type de rendez-vous, Maï? Moi, je commence un peu dans le métier, donc c'est la première fois moi que un de mes films, enfin c'est un film que j'ai co-réalisé avec Kenan Anabasque, donc c'est la première fois qu'on a un film qui est montré comme ça pour le mois du doc. Et c'est vrai que la rencontre avec le public, c'est toujours un moment assez fort un peu stressant de rencontrer son public. Moi, toujours, le moment stressant que je trouve toujours, c'est de montrer le film à la personne qu'on a filmé. C'est un moment, ça finit un peu le film, c'est un moment très important pour moi. Et puis après, non, c'est pas stressant, mais parfois on est étonné par les questions et parfois le public voit des choses que nous on voit pas. Donc, enfin, c'est enrichissant pour nous et comme ça continue une route au film, ouais. Mathilde, vous êtes aussi présente sur ce mois du doc avec un de vos anciens documentaires. Pour vous aussi, ce type de rendez-vous, le mois du doc, c'est hyper important. Oui, il y a Le Monde de Jean, qui est un film donc, qui est la vie de Jean Roux, l'auteur de Fils de Plouc, qui a été sélectionné au mois du doc, qui va passer samedi à Plougastel-Daoulas et la semaine prochaine à la Forêt Fouenne. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est un moment magique en fait, de voir le public. Parce que quand on fait un film, il est diffusé à la télé et on ne sait pas comment réagissent les gens. On ne sait pas s'ils éteignent, s'ils zappent, etc. On ne sait pas s'ils regardent. Et là, on voit vraiment, et c'est vraiment facile. Il y a un vrai choix du spectateur, parce qu'il sort de chez lui, il vient l'après-midi ou le soir voir un film dont il a entendu parler et il a envie de rencontrer la personne qui a fait le film. C'est ça aussi l'intérêt. Sachant qu'en plus, sur le Finistère, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est dans 65 villes que l'on va. Et petites communes. Nous, notre idée, c'est effectivement d'aller dans des endroits où les réalisateurs vont rarement montrer des films, parce qu'il n'y a pas le matériel, parfois on est obligé d'amener le matériel. Et c'est vraiment ça quand même le projet, c'est de ne pas conforter les endroits qui ont déjà d'une belle diffusion toute l'année, et il faut les soutenir, et ils continuent à programmer à Brest, à Morlaix, à Quimper, à Concarneau, ou à Douarnenez, ou à Quimperlé, mais d'aller à Coatméal, à Saint-Éloi, ou bien à Melvin, montrer des choses... et que ces gens-là, peut-être ça leur donne envie d'aller voir des documentaires après dans d'autres salles, le reste de l'année. Alors on va regarder un extrait de votre film, Maïs, ça s'appelle Deux Bretons à Paris. Ça suit deux députés bretons dans leur travail à l'Assemblée nationale. On regarde. Histoire et politique, also histoire de l'engagement. Labourerdua, Replavenek, Mezobed, syndicat Confédération Paysanne, c'est une justu, une bed, Robert Vardro, une affaire au public, puis justu, et même pas dans un vaudou, dans syndicat jou, et Robert Vardro, affaire au public. À Goudézé, une bête, y est, Kevridigeshu d'Argomun, Kevridigeshu allié, c'est-tu, bon, tant une bête, Robert Vardro,
affaire publique, quoi. À Goudézé, men zo bet dilenet va listen de l'opposition, ergomun a setu bet kuzulier opposition, pas daou vanda à Goudézé, daou vil eiz un bet dilenet mear argomun, quoi. Aussi une taxe sur les transactions financières qui permette d'apporter de l'argent, une ressource, et une ressource servie à la solidarité, y compris à la solidarité vis-à-vis d'autres peuples du monde, et vis-à-vis du monde. Voilà, alors ce film, on peut le découvrir plusieurs fois cette semaine, en particulier vendredi 20 novembre par exemple à 18h à la mairie de Plourin-les-Morlaix. Toutes les autres dates sont sur le programme. Il y a aussi Plourin, plus d'Almézo, jeudi. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a 2 Plourins. Donc, alors on l'a noté, votre film est en langue bretonne. Pourquoi avoir choisi de faire ce film en langue bretonne tout d'abord? Tout d'abord, parce que c'est ma langue que j'utilise moi au quotidien et c'est important pour moi de réaliser en breton, et surtout que moi je connaissais à la base Jean-Luc Blunven, et avec Jean-Luc Blunven j'ai toujours parlé en breton, donc ça me paraissait tout à fait naturel de faire ce film en breton. Et c'est aussi un des sujets du film, parce que c'est 2 députés qui ont décidé de travailler aussi en breton. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que ça peut, quand on tourne comme ça en langue bretonne, ça bloque un peu sur certains interlocuteurs? Vous faites des choix d'interlocuteurs du coup qui ne parlent que en langue bretonne, ou au contraire ça vous ouvre plus de portes? Bien sûr, là pour le film, à l'Assemblée nationale, il y a des scènes en français. Enfin, on a plusieurs scènes en français. On passe d'une langue à l'autre. Et moi, j'ai des projets de films donc en breton, et puis certains maintenant qui vont venir en français. C'est selon aussi la personne qu'on veut faire des films. Donc, Est-ce que la sélection cette année fait la part belle aux films en langue bretonne, ou ça reste des exceptions? On a toujours été attentif aux films en langue bretonne. Après, c'est lié au volume de production qui est proposé. Donc, proportionnellement, il y a une surproduction par rapport aux Bretons en français, donc en Bretagne. Donc, et il y a des formats de films qui ne sont pas faits pour être diffusés dans le cadre d'une salle de cinéma ou une projection. Les 13 minutes, les 26 minutes, c'est un peu compliqué. Donc il faut au moins que ça soit un film d'1 heure ou plus qui permette aux gens de venir à une soirée pour rencontrer. Voilà. Donc c'est aussi, on est attentif aussi à l'organisation d'une soirée. Et puis surtout que souvent, je citais quelques petites communes, enfin, ou des communes moyennes, il y a toujours le gâteau à boire après et rester discuter avec la personne qu'ils ont invitée. C'est une invitée. Enfin, ce sont des invités, Mathilde et Maï, et donc les gens vont mettre les petits plats dans les grands aussi pour dépasser le côté artistique ou de venir à une séance, mais aussi de mettre leur côté festif du lieu autour de ça et faire concours de gâteaux ou de soupe selon le moment de la journée. Erwan, est-ce qu'il y a des coups de cœur de la sélection cette année, hormis bien sûr les films de Mathilde et de Maï? Je dirais des coups de cœur, je dirais des programmateurs. Moi, c'est comme les enfants, on ne choisit pas les enfants. Hein. Donc, non, mais des coups de cœur des programmateurs. Il y a quelques films, effectivement, qui ont été beaucoup demandés par les gens qui ont programmé dans le Finistère. Il y a un film qui s'appelle L'Or Rouge de Philippe Baron et Mirabel Fréville sur l'histoire de la transfusion sanguine. Bon, c'est un peu court de dire ça comme ça, mais vous pouvez aller sur le site voir ce dont, parce qu'il tourne beaucoup d'ici la fin du mois. Donc, L'Or Rouge. L'Or Rouge, ouais. Il y a un autre film qui s'appelle Les Héritiers de la Terre, qui est le portrait de 3 jeunes du lycée de Bréauloux de Fouesnant, qui se préparent à être agriculteurs, éleveurs, et donc qui racontent un peu leur cursus dans une année complète de leur dernière année de BTA. Il y a des films comme Seul Ensemble, qui est un beau film qui est passé aussi sur TVO. On a vu tout à l'heure dans la bande-annonce, donc sur le bateau de pêche. Une marée sur le bateau La Grande Hermine, le dernier grand bateau de Saint-Malo, qui pêche donc entre la Russie et puis la Norvège. Et c'est vraiment une belle histoire. Hein. C'est vraiment images impressionnantes. Ouais. Et puis un dernier, Erwan, on a voilà, beaucoup un de temps. petit dernier, parce que ça va être compliqué. Et puis, pour ne pas citer les autres, il y a un autre film aussi qui a été beaucoup sélectionné, qui s'appelle Cousin comme cochon, de Mathurin Péchet, qui est cette histoire entre l'homme et le cochon depuis le Moyen-Âge, mais au regard et en rappel avec ce qui se passe actuellement, avec la manière dont les cochons sont traités dans la société de nos jours. Tout ça donne très envie, en tous les cas, une programmation riche. Il faut aller voir sur le site, il y a un agenda quotidien. Le site, d'ailleurs, c'est www.daoulagad-braise.org. Là, vous avez la programmation au jour le jour, tous les lieux, tous les horaires, tout ça, c'est super. Merci beaucoup, Maï et Erwan. Tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Disparition des espèces marines, effondrement des écosystèmes océaniques, chute des stocks de poissons. Que se cache-t-il
vraiment derrière tous ces messages alarmistes? C'est la question à laquelle vous voulez répondre, Mathilde Junot, dans un documentaire intitulé « Océan, la voix des invisibles ». C'est un film qui s'annonce passionnant, mais il vous manque de l'argent pour le boucler. Vous faites donc appel à un site de financement participatif pour mener à bien ce projet. Mathilde, pourquoi vous êtes-vous intéressée à la pêche? Ça, c'est une drôle d'idée, c'est vrai. Pourquoi je me suis intéressée à la pêche? Parce que j'avais travaillé déjà sur le sujet à travers un livre qui était justement les aventures de Fernand Le Borgne, qui était l'armateur de la Comapêche, donc les bateaux qui sont aujourd'hui à Saint-Malo, enfin, dont parle Erwan. Je m'étais rendu compte en travaillant avec ce monsieur, parce que moi je suis plutôt du monde maritime et marine marchande, que en fait tout ce qu'il me disait était vrai et j'arrivais pas à le croire. Or, les médias, en fait, n'avaient jamais transmis ça comme moi je l'écoutais, comme moi j'entendais. C'était l'histoire. Il y avait un décalage entre la réalité et... C'était l'histoire de la disparition de la morue, justement, à Terre-Neuve. Et donc, effectivement, il y avait eu un moment de surpêche. Mais au moment où il y avait une question de surpêche, au lieu d'arrêter la pêche, en fait, il y avait des intérêts économiques qui étaient bien supérieurs et on avait continué à pêcher pour après implanter des plateformes pétrolières, etc. Donc avec ce regard-là, tout d'un coup, je me suis dit effectivement,